Patrice Ouellette devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle ne pourra pas être des nôtres. Donc, je me suis porté volontaire pour le remplacer. C'est mon collègue quand même. Donc, je vous présente, je ne me représenterai pas. Donc, je vous présente notre dernier conférencier, M. Yvan Morissette, président de la CPE. Donc, M. Morissette est ingénieur mécanique avec plus de 20 années d'expérience en gestion de maintenance et d'amélioration continue. Son expertise inclut la fabrication sans gaspillage, le Lean Manufacturing, les Kaizen, le Six Sigma, c'est un Black Belt certifié, la gestion de changement, le coaching, la maintenance et la fiabilité. Agent de changement talentueux dans la gestion des mandats complexes et exigeants. Ardent défenseur du développement des employés, œuvre dans plusieurs provinces au Canada, en Europe, France, Pays-Bas, Angleterre et en Afrique, Guinée, Cameroun, Ghana, Madagascar. M. Morissette est toujours à la recherche d'opportunités d'amélioration. N'hésite pas à adopter de nouvelles technologies et approches pour améliorer l'efficacité et la productivité. Donc, bienvenue, Yvan. Merci, Louis. Donc, aujourd'hui, on vous présente, ou on va réaliser avec vous un petit atelier sur la cartographie de la chaîne de valeur. Je vous dirais qu'en français, on ne la connaît pas. On est plus familier avec le terme anglophone, qui est la VSM. Ça semble fonctionner. Donc, 3 objectifs principaux. Donc, grosso modo, apprendre, développer les habiletés et découvrir la puissance appliquée à la maintenance. On est familier avec les procédés, mais aujourd'hui, on va regarder l'application de la cartographie de la chaîne de valeur au niveau d'un processus maintenance. Donc, philosophie du Lean. Je pense qu'ici, tout le monde est familier avec ça. Donc, on vise à réduire le temps de passage. On part de la commande jusqu'à la fin. Notre objectif, c'est de diminuer ce cycle-là. Appliqué à la maintenance, le plus bel exemple, c'est notre backlog. Donc, la réduction du backlog. On utilise beaucoup en Lean la notion de la loi de Little. Bon, parce que tout le monde connaît John Little, il est un chanteur. Ah, c'est pas le même. Excusez, je me suis trompé, là, je viens de perdre là. Donc, M. Little, il a décidé qu'une des lois principales, c'était de gérer un peu les délais. Hein, parce que la notion du Lean, c'est vraiment la notion de temps. Donc, le temps est extrêmement important. Alors, comment on le définit, le temps? Alors, principalement, c'est la notion de nos encours, c'est-à-dire nos inventaires sur notre rythme de production, notre capacité que l'on a à l'intérieur de nos organisations d'exécuter des travaux. D'accord? Et quand on divise les deux ensemble, c'est-à-dire nos inventaires, nos encours, bien, en divisant ensemble, ça nous donne un délai d'exécution. Très souvent, le terme anglophone qu'on découvre, c'est le lead time ou le process lead time, le PLT. Hein? D'autres abréviations, c'est le DEP, le délai d'exécution du processus. Hein? En anglais, souvent, c'est le process lead time, c'est égal au WIP over exit rate. Donc, c'est la notion de nos encours. Encours, en passant, ça inclut non seulement qu'est-ce qu'on a au poste de travail, mais qu'est-ce qu'il y a en amont et en aval, que ce soit des matières premières ou des bons de travail à exécuter, comme des bons de travail qui sont prêts à être mis en cours ou des produits qui sont déjà des produits finis. D'accord? Donc, ça, c'est bien important. Si vous retenez la loi de Little et qu'on l'applique, la majorité de nos processus, on va en avoir de besoin. On va regarder ça de façon très simple. La façon qu'on le représente également, c'est un peu un tuyau, hein? Un tuyau qui est un processus. Et quand on le regarde, mon délai d'écoulement va être très fonction, de la longueur du tuyau, mais également ce que je passe à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que la loi de Little, on revient, c'est nos encours divisés par notre rythme de production ou notre capacité. Donc, on va revenir sur ça à l'intérieur de la gestion de notre backlog ou à l'intérieur de la gestion d'un processus de planification de bon travail. Donc, appliqué à la maintenance, on est tous des maintenanciers. Vous êtes tous familiers avec les différentes étapes du processus. À partir du moment où on génère un bon de travail, après ça, il faut le préparer
il faut l'approvisionner. Juste une petite anecdote ici. C'est un exemple de Deschambault. Et ils avaient fait, c'est marqué bon de travail, puis je devrais dire bon de travail correctif. Donc, ce n'est pas de la maintenance préventive où généralement les stocks sont disponibles. Le processus complet avait été mesuré en moyenne à 35 jours. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc. La notion de flot matériel, ici, c'est inférieur à 21 jours. En Afrique, on parle de 365 à 500 jours pour approvisionnement. Ça vous donne une idée de la capacité ou du potentiel d'amélioration qui est disponible. Donc, si je n'ai pas la pièce à partir du moment où je dois faire une réquisition, on parle d'une semaine. Approbation, on parle de 2 mois. À partir de la commande. Donc, ici, on est en jours, 21 jours, et puis juste l'approbation, dans cet exemple-là, on parlait de 5 jours. Donc, imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui doit approuver, il y a 600 demandes, il est incapable d'en traiter 200 par jour, il peut faire, ça prend 3 jours pour approuver. Donc, l'objectif dans ça, c'est toujours essayer, on parle du temps de passage. Mais il reste qu'il faut laisser le temps au temps. Pas besoin de rentrer dans le détail. Notre fameux backlog. Vous entrez tous les bons de travail. Ça crée notre backlog. Tantôt, on parlait du fameux tuyau de la loi de Little, qui est notre capacité. Bien, on ne peut pas en passer plus que notre capacité. Il a été dit dans les 2 derniers jours que la gestion du backlog, on parle d'en moyenne maximum 4 à 6 semaines de backlog. Au-delà de ça, le problème, c'est qu'on retombe en correctif. On retombe en urgence. Donc, grosso modo, il faut toujours regarder la quantité de backlog par rapport à la capacité, qui est le nombre total d'heures disponibles par semaine que je suis capable de réaliser. Ça vous donne la durée du backlog que vous avez. Si je veux changer un paramètre dans ça, bien, soit j'augmente, soit je réduis la durée, soit j'élimine des bons, ou soit j'augmente mon personnel. Donc, il n'y a pas 56 façons de gérer le backlog. Cartographie de chaîne des valeurs a été beaucoup popularisée quand on parle de l'approche du Lean par 2 personnes qui font partie du Lean Enterprise Institute, qui est une entreprise aux États-Unis. Et Mike Rother et John Shook ont développé un petit manuel. En anglais, il s'appelle Learning to See, okay? Qui était extrêmement bien fait. C'est une belle vulgarisation. Donc, aujourd'hui, on ne fera pas des spécialistes de vous de cartographier les chaînes de valeur. Ce n'est pas l'objectif, d'accord? Par contre, si vous voulez creuser ça un peu plus en détail, je pense que c'est probablement le meilleur livre de référence que vous pouvez avoir, d'accord? Il y en a quelques-uns d'autres. Okay? Karen Martin en écrit un également qui est excellent, qui vient d'être publié l'année dernière, qui fait beaucoup de références à des cas réalisés. Donc, c'est 2 excellents livres, là. Donc, et le livre de Karen s'appelle Value Stream Mapping. Alors, c'est pas très novateur. Alors, qu'est-ce qui caractérise une cartographie de chaîne des valeurs? Alors, normalement, on a un client qu'on doit desservir. Nous, les gens de maintenance, un de nos clients, fort probablement l'opérateur, hein, parce que l'opérateur, c'est lui, normalement, qui réussit à nous amener le produit chez le client. Alors, donc, lui, on a un service à lui rendre. Alors, dans notre cas, on considérait ça comme étant un client. Bien entendu, notre processus, on a une série d'étapes, et normalement, on a un fournisseur. Alors, dans notre cas, on parle d'un processus de gestion de bon travail. Alors, les fournisseurs sont différentes personnes, hein, différents types d'individus, différents métiers, différents rôles qui génèrent les bons de travail. Normalement, dans une cartographie de chaîne des valeurs, et là, c'est très simpliste, là, hein, chaque boîte bleue est un processus. C'est souvent un processus qu'on dit qui fait une transformation. Hein, et on essaie de voir dans ce processus-là le temps que, pendant cette transformation-là, on crée de la valeur, on transforme le produit vers la demande du client. Entre les deux, bien entendu, vous voyez des belles petites boîtes, des petits triangles. Le triangle représente des inventaires. Je vous ai parlé des inventaires il y a quelques minutes concernant l'encours. Alors, ce sont des inventaires. Alors, dans notre cas,
on va avoir des inventaires dans les processus, mais il va aussi en avoir en amont et en aval également. Souvent, on représente les inventaires entre deux processus. Moi, ma façon de le représenter, c'est un ressort. Ça veut dire que des fois, j'ai des ressorts qui sont extrêmement tendus, c'est-à-dire que je suis capable de passer rapidement d'un processus à l'autre. Et dans d'autres cas, le ressort est extrêmement souple et ça me prend une éternité avant de passer. C'est l'équivalent d'avoir un très grand lot d'inventaire. Ça veut dire que c'est long avant de passer vers mon prochain processus. Alors ça, c'est important. Dans une cartographie, on présente le processus, donc ce sont les boîtes bleues entre le fournisseur et le client. Et également, on présente quels sont nos systèmes d'information. Dans notre cas, c'est souvent vos systèmes de GMAO, hein, gestion de stock. Ce sont vos systèmes financiers dans certains cas, systèmes d'approvisionnement qu'on communique avec eux. Et bien entendu, ce qui manque et ce qui est très important, c'est la notion de temps. Alors, la dernière ligne qu'on va voir apparaître, c'est la notion de temps, et c'est une ligne qui est cassée. Dans la partie inférieure de cette ligne-là, normalement, on inscrit le temps qu'on considère à valeur ajoutée. Et sur la partie supérieure, c'est davantage le temps d'écoulement pour chacune des étapes du processus, incluant nos inventaires. Donc, nos inventaires, il faut penser qu'on les transforme d'inventaire physique dans une notion de temps. D'accord? Et c'est cette ligne-là qu'on va vouloir regarder pour établir quel est mon process lead time ou mon délai d'exécution de l'ensemble de mon processus. Selon vous, planifier un travail dans votre organisation, ça prend combien d'heures entre le moment où je génère et le moment où je suis prêt à l'exécuter? Ça prend combien de temps faire ce processus de planification-là, d'appro? Effectivement. Dépendamment si on a déjà des jobs standardisés, puis on a déjà le matériel, puis il y a déjà une série d'étapes qu'on n'est pas obligé de franchir. Donc, on peut gagner du temps. On va vous présenter un exemple cet après-midi. Un exemple, c'est un cas où on a travaillé. Et ça va vous donner la chance de regarder un processus de maintenance comparativement à l'efficacité de ce processus-là dans le temps. Okay? Donc, on va regarder ça principalement sur la ligne du bas. Ici, on vous donne un exemple de représentation. C'est plus un exemple de service où vous le manufacturiez, mais ça vous donne un exemple un peu de ce qui se passe à l'intérieur de chacune des boîtes. Et pour chacune des boîtes, on a besoin d'identifier c'est quoi le temps de cycle. Hein? Vous allez voir ça dans l'exemple, le temps de cycle, la différence entre le délai d'exécution et le temps de cycle. Le temps de cycle, là, c'est vraiment si j'étais une seule et unique pièce que j'ai besoin, ou un seul et unique bon de travail, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple ici, bon de travail, que j'ai besoin de lancer dans le processus et à chacune des étapes, je n'ai pas d'autres bons de travail qui m'empêchent d'avancer. OK? Donc, ce que je veux, c'est, si elle était toute seule, comment ça prend de temps à passer? Ça va me donner mon temps de cycle. Alors que si j'ai des inventaires, des encours à l'intérieur, mon délai va être plus long. Imaginez quand vous êtes chez Subway et vous êtes la 13e personne. Le moment que ça va vous prendre avant d'arriver à vous faire servir va être différent que si vous êtes la première personne. D'accord? Donc, ça, c'est important. Alors, on va regarder ça un petit peu plus loin, puis on va aller mesurer en plus, non seulement le temps qui est à valeur ajoutée, donc essayer de comprendre dans chacun de nos processus c'est quoi ce temps-là en valeur ajoutée, et ensuite de ça, vérifier, si on le compare à l'ensemble du délai, combien on est efficace. OK? Donc, on va avoir des indicateurs tantôt pour montrer c'est quoi ces ratios-là. Prochaine. Je vous parle depuis quelques minutes de temps de valeur ajoutée. Il y a des gens qui font du lean probablement dans vos organisations. Vous pouvez donner une définition de temps de valeur ajoutée? C'est quoi la définition de temps de valeur ajoutée? C'est quoi une tâche à valeur ajoutée? Notre ami Mathieu, il en a parlé hier, d'éviter le gaspillage. Il n'est pas là, hein, je pense. Il y en a qui en ont parlé hier. OK? Qu'est-ce que le client valorise? Ça veut dire que quelque part, si on lui demande ce qu'on fait, il est prêt à payer pour ça. Hein? Je vous donne un exemple de tâche que le client, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à payer pour ça, c'est quand vous faites vos budgets. Est-ce que vous passez des heures à préparer des budgets? Puis je pense qu'il y a même des organisations qui en ont 4 ou 5 à faire par année. Hein? Le Q1 forecast, le Q2 forecast, le Q3 forecast qui ressemble au budget pour l'année suivante,
la fin de l'année, puis des fois, on en refait un autre là, pour s'assurer que quand ce qu'on va présenter aux actionnaires, tout ça, là, c'est considéré dans la catégorie de non-valeur ajoutée. Là, il va y avoir des grandes discussions. C'est-tu de la valeur ajoutée ou de non-valeur ajoutée? Et là, on a créé une catégorie qu'on appelle non-valeur ajoutée, mais pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise le veut, mais le client n'est pas prêt pour payer pour. Bon, c'est un artifice, mais en bout de ligne, le client ne paye pas pareil. OK? Donc, je veux que vous vous mettiez dans ce contexte-là quand on émet des bons de travail. Dans l'exemple tantôt, je vais avoir besoin que vous me dites si les différentes tâches sont à valeur ajoutée, mais également si dans les tâches, tout le temps dans cette tâche-là est à valeur ajoutée ou non. OK? Donc, des exemples de non-valeur ajoutée, ça fait partie de ce qu'on appelle les gaspillages, les MUDA. Transport. Un acronyme que vous devriez utiliser, c'est le Tim Wood. Tim est le frère de Tiger, un autre joueur de golf. Pas tout à fait. Hein? Donc, Tim Wood 2, avec un E à la fin. Donc, ça a exactement les 8 gaspillages. Alors, le premier T, c'est pourquoi? C'est pour le transport. À chaque fois que je déplace quelque chose, ce n'est pas considéré comme étant de valeur ajoutée. Donc, si on a des travaux que l'on fait dans lesquels je dois faire du transport, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Le deuxième, le I, les inventaires, on en a parlé. À chaque fois qu'un inventaire m'arrête de produire ou me ralentit, je ne crée pas de la valeur ajoutée. Le M, c'est motion, mouvement. C'est plus associé aux gens, aux personnes. Votre gars de maintenance qui est obligé de revenir à la shop 3 fois parce qu'il manque ses outils, pas de valeur ajoutée là-dessus. C'est du gaspillage. OK? W, c'est quoi W? Waiting. J'attends. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vos processus de maintenance vous font attendre? Un exemple dans lequel vous devez attendre dans vos processus de maintenance. Le magasin. J'attends le magasin. Vous n'attendez jamais après les achats. Hein? Approbation. Hein? L'approbation, vous attendez pas. Attendez-vous après une signature? Courez-vous après quelqu'un pour signer quelque chose parce que c'est urgent, mais on va attendre 2 jours parce qu'on n'a pas pogné la signature? OK. C'est de ça qu'on parle. Les 2 autres qui vont suivre, les 2 prochains O, c'est la surproduction en anglais. Et souvent, c'est qu'on fait de la surproduction, on en fait trop, puis des fois, on en fait trop de qualité. Donc, il faudrait aussi se questionner sur la surproduction. Donc, overprocess, puis overproceed, là, c'est bien important. Après ça, le dernier, c'est du defect ou les défauts. Est-ce que des fois, on émet des bons de travail, puis les pièces qu'on reçoit, bien, ce n'est pas les bonnes pièces? Hein? Puis finalement, on vient pour faire la job, on va trouver d'arrêter la job puis de la refaire. OK? Ou encore, on installe quelque chose, on la fait mal, puis finalement, on trouve de refaire le travail, c'est du rework. Ça fait partie de cette catégorie-là. Et le dernier, c'est le E. Pensez aux employés, l'engagement des employés. Donc, on l'a répété, on peut faire la même acronyme. Là. Il y a des gens qui utilisent Tim Wood, il y a d'autres gens qui utilisent Worm Pit, mais c'est l'abréviation pour accrocher les différents gaspillages. OK? Alors, comment on fait ça, une cartographie de chaîne des valeurs? Moi, la règle du pouce, là, c'est le leader qui doit s'impliquer dans la cartographie de la chaîne des valeurs. Et si je vous demande pourquoi, vous me diriez quoi? Pourquoi il faut que ce soit le leader qui s'implique dans ça? C'est lui qui est imputable du résultat, hein? Entre autres, ça aide. J'ai entendu un autre commentaire. C'est lui qui va en modifier. Probablement lui qui va être obligé de faire des petits changements. Savez-vous quoi? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans une organisation qui connaît tout le processus au complet. Même si on dit, ouais, mais nous, on a tout ça sur Visio. On est SOX compliant. Pas de problème, on est capable de faire ça, nous autres. Ouais. Sauf que, entre ce qui est écrit dans les livres et ce qui se passe vraiment, c'est 2 choses différentes. Alors, quand on fait ça, on dit, premièrement, le leader, c'est toi qui vas tenir le crayon et c'est toi qui vas animer. Et tu vas commencer par la fin. Le client, il veut quoi? Il veut un bon travail réalisé, prêt à être exécuté, parfait. C'est quoi l'étape qui vient juste avant ça? Et là, il travaille avec une équipe. Qui devrait être dans la salle? Avec le leader, pour comprendre ce qui se passe réellement. Les gens qui gravitent autour de lui, ça veut dire sa secrétaire,
Absolument. Absolument. Toutes les parties prenantes. Absolument. Ceux qui sont associés au processus, OK? Trop souvent, vous oubliez d'amener vos employés. C'est le principal défi des gestionnaires. On a comme peur de leur montrer que notre processus est cassé. Il ne fonctionne pas bien. Le hic, c'est eux qui sont pris au bout pour faire le travail. OK? Et ça, c'est notre plus gros défi dans nos organisations. Vous avez eu 3-4 présentations depuis le début. Là, c'est l'engagement de nos gens, les impliquer. Et si vous ne le faites pas là, vous perdez une opportunité en or. OK? Quand vous allez faire votre processus, est-ce que ça peut être long? C'est-à-dire, si je commence à le mapper sur un mur, ça se peut-tu que mon processus soit long? Ça se peut, hein? Il y a des processus, là, ça va vous prendre plus qu'une salle. OK? Parce que vous manquez de murs. Puis là, vous allez vous dire, quelle sorte, en France, on dit souvent une usine à gaz, hein? Quelle sorte de processus qu'on a réussi à inventer aussi complexe que ça? Pensez à ce que notre ami disait hier. Et pourtant, c'est impressionnant, OK? Un endroit, je visitais il n'y a pas longtemps, Belle Mobilité, pour ne pas les nommer. Dernier processus qu'ils ont fait, 84 pieds. Alors, même si tu prends des post-it tout petits, là, ça ne t'aide pas avec une équipe. Il faut des équipes quand même assez gros, mais quand même, 84 pieds. OK? C'est long. D'accord? Ce n'était pas le processus de gestion des bons de travail en passant, c'était un autre processus, mais juste pour vous imaginer que c'est important. Mais de voir le vice-président des opérations tenir les post-it avec sa gang, ça passe un message extrêmement puissant, OK, pour dire, c'est ça qu'on a construit, c'est ça qu'on a institué. Maintenant, il y a un ego aussi qui est important à gérer en gestion de changement, c'est ceux qui l'ont développé, le process, et qui, là, voient la réalité et disent, « Hé, qu'on a compliqué ça. » OK? Donc, c'est aussi important d'avoir ces gens-là qui sont avec vous pour entendre aussi les commentaires. Donc, la première affaire, c'est d'avoir le leader qui coach. On commence par la fin. Utilisez des post-it. Il y a des excellents logiciels en passant pour faire ça. Et le meilleur, c'est iGraphics. Okay? Il fait un job exceptionnel. Le hic, si vous ne connaissez pas l'outil, vous ne pouvez rien faire. Okay? Mais c'est un excellent outil pour faire ça. Mais, encore une fois, conseil au début, allez-y à la mitaine. Quand vous cartographiez, je vous le dis tout de suite, vous devez faire 2 visites au minimum, ce n'est pas écrit là, mais 2 visites sur site. OK? Ce qu'on appelle des Gamba Walk. Allez voir si vraiment c'est ça qui se passe. La meilleure façon, c'est d'aller voir un employé et de dire, toi, là, quand tu reçois un job, là, es-tu content de ce que tu reçois? As-tu tout le détail de ce que tu reçois? Oui. Puis quand tu fais le job, es-tu content de remplir ce que tu as besoin de remplir? Tu essaies de comprendre, lui, qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien. Et là, vous allez en apprendre probablement plus que les post-it que vous avez dit que c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez revenir pour confirmer si, 1, vous avez le bon processus, et 2, est-ce qu'on a le bon volume également sur place? Très important. Ça, c'est la première visite. La deuxième, c'est quand vous avez fini, retournez voir et montrez-le aux gens qui le vivent au quotidien. C'est-tu ça? C'est-tu notre réalité ou pas? OK? Donc, c'est déjà très important pour la situation actuelle. C'est très important. Prochaine. OK. Vous avez eu des grandes présentations. On va essayer de vous la faire courte. On a quelques slides. On va vous passer un peu un petit scénario. C'est un cas réel. Et on va vous demander à l'intérieur de ce processus-là, qu'est-ce que vous voyez qui serait intéressant à améliorer? D'accord? Donc, Louis, tu vas passer ça aux gens. Là, je ne sais pas combien qu'on a de personnes. J'ai rien que 50 copies. Donc, il y en a peut-être qui vont en avoir une pour 2, mais c'est des grandes feuilles. C'est du tabloïd, là, donc c'est très bien. OK? Donc, ce que je veux, c'est que vous travaillez ensemble. L'idéal, c'est que vous vous nommez un facilitateur. OK? Et ce facilitateur-là aura comme rôle d'être la personne qui va faire un peu la restitution de vos pistes d'amélioration. Je vise 1 à 2 pistes d'amélioration que vous allez voir. D'accord? Probablement, ce ne sera pas les mêmes. Mais on va essayer de voir qu'est-ce que vous voyez, vous, sur cette carte-là. OK? Donc, le processus a déjà été fait. Et ce que je veux que vous regardiez, c'est, dans ce processus-là, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être amélioré? Ça va? Donc, on ne fera pas faire une cartographie, elle est déjà faite, mais des points d'amélioration que je veux. Donc, en partant, trouvez-vous quelqu'un qui va être votre représentant, votre spokesperson.
Je sais qu'à ce table-là, là, Claude fait un excellent job en passant. J'ai vu ça toute la journée. Ça pourrait être un bon choix aussi pour l'équipe. OK, très bon. Donc, on vous donne un petit 20 minutes, un petit 20 minutes pour regarder à ça, puis échanger ensemble. D'accord? Est-ce qu'on serait prêt à continuer? Oyez, oyez, oyez. Écoutez, on le dit, on ne vise pas à faire de vous des experts en cartographie de chaîne des valeurs. Ce n'est pas l'objectif, c'est de vous introduire un concept pour dire que chacun de nos processus, on peut les mesurer avec la cartographie de chaîne des valeurs et de regarder. Alors, là, on va faire comme Jean-Robert était excellent à faire, c'est que je vais nommer un volontaire. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein? Est-ce que vous vous êtes nommé une personne qui va faire un peu un petit commentaire de ce que vous avez pu voir à l'intérieur de la carto que vous aviez avec vous? OK? Qui parle le premier ou la première? Ah, excellent. Un volontaire. J'adore ça. Parle-moi de ça. Alors, ce que je vise là, c'est, vous en avez fait l'analyse, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous voyez qui serait important si vous aviez le rôle d'être le manager et de dire, moi, là, je vois que ça, on devrait améliorer ça. Bon, on n'avait pas un consensus, là, mais on va essayer de l'interpréter comme on l'a pensé. Le but, c'est d'équilibrer avec toute la ligne rouge, que tout le monde sait pas mal égal pour avoir un processus qui est fluide. C'est une excellente. Et en ligne, on va parler d'équilibrage ou de nivellement aussi qu'on va avoir. Okay? Mais pour l'instant, tu me dis, on devrait viser ça. Okay. Oui, on devrait viser ça. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour là, c'est ça, ce qu'on devrait faire, c'est là que c'est le plus complexe. C'est, d'après ce qu'on disait, c'est que l'approbation, parce qu'on a l'approbation de 2 superviseurs entre la préparation des bons de travail. Fait qu'un coup, ton bon de travail il est approuvé, une fois au moins, là, on n'aurait pas besoin d'une deuxième approbation. Donc, ce que tu suggères, canceller une étape carrément. On devrait éliminer au moins une des 2 étapes d'approbation. OK. Puis la deuxième chose, c'était le délai d'attente, la commande des pièces, entre la commande des pièces et la réception des pièces. Là, il y a un délai qui est quand même de 153 heures. C'est long. Fait que travailler sur les fournisseurs pour essayer de diminuer les temps. Excellent, excellent. Ou les pièces. Ah, ou peut-être. Vous n'avez pas nécessairement toujours les bonnes pièces en inventaire, ce qui fait que vous avez des délais qui sont augmentés par cette raison-là. Donc, il faut voir, est-ce que, puis ça peut être ça peut ne pas être ça, mais il y a plusieurs causes. L'objectif de la VSM, ce n'est pas aujourd'hui de répondre pourquoi ça bloque, c'est que c'est à cet endroit-là qu'on doit mettre un focus pour identifier comment on veut abaisser le délai pour répondre à notre besoin client. Donc, immédiatement, lorsque vous avez parlé d'approbation, vous venez de mettre le point sur un des gaspillages. Quel est ce gaspillage-là? C'est le délai. D'accord? Un bel exemple tantôt, 5 minutes. Si j'avais la personne à côté de moi, ça ne prend pas plus que 5 minutes. Le hic, c'est que ça va me prendre une tonne d'heures supplémentaires, souvent c'est 1 semaine de plus, avant d'obtenir l'approbation, parce que la personne s'est tombée dans sa queue de email. Et malheureusement, c'est last in, first out dans les emails. Je lis les derniers qui sont rentrés et non ceux qui sont rentrés au début. Donc, vous venez de tomber dans la queue, mais là, dans une autre queue, pas celle du processus de maintenance, dans celle du gestion de courriel. OK? Gestion d'approbation dans SAP. Facile. Non. Quand vous ouvrez l'image, vous avez 3 checkmarks, pas mal toutes pareilles, puis qu'au début, vous ne savez même pas lequel cliquer, ça crée un petit délai aussi. Mais bon, ça, on peut régler ça vite. Alors, approbation, c'est une des difficultés qu'on a dans nos organisations. Et c'est souvent une difficulté qui est associée à certaines de nos valeurs. Une de nos valeurs, c'est dans certains cas la transparence, le respect. Mais je ne te trosse pas.
Non, je ne te trosse pas. Quelqu'un a parlé de Kaizen tantôt. Ceux qui ont fait des Kaizen, on donne carte blanche à l'équipe. N'est-ce pas? On vous donne le mandat de changer une organisation, puis dans la même semaine, je veux que 85 à 90 de l'ouvrage, c'est ça à coche, c'est déjà en place. Mais après le Kaizen, vous devenez tous stupides. Vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous êtes brillant dans ces 5 jours-là, mais vous ne l'êtes plus après. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. C'est une notion de trust. Donc, l'approbation est une forme de se garantir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au lieu de donner à quelqu'un qui a une grande charge de travail, qui respecte tout le monde, qui voudrait vous donner un service hors pair, mais il reçoit au moins 150 emails par jour? Qu'est-ce qu'on fait? On paramétrise nos systèmes. Ça, c'est déjà une bonne façon de faire des anti-erreurs. Le deuxième, on commence à essayer de voir pourquoi on ne peut pas croire que nos gens ne peuvent pas donner eux-mêmes le statut du bon de travail. On se questionne foncièrement pourquoi. Souvent, c'est une raison monétaire. Parfait. Comment on fait ça? Comment on pourrait changer ça? Comment on pourrait, vous avez tous fait un petit peu de statistiques, de l'échantillonnage, vous changez le processus, vous dites, dorénavant, on va accepter que nos gens le fassent, mais on va faire des vérifications. Parfait. J'échantillonne. Correct. Et l'équipe de vérification, au lieu de faire 100 et que tout le manager vous attendait après, il y a un échantillonnage. Ça vous donne une chance de croire que peut-être que nos gens ne sont pas si pires. Okay? Donc, au moins, ça vous donne une chance, ça les rassure. Présentement, vous avez 2 tâches d'approbation que je challengerai énormément. Parce que c'est, entre autres, certaines des tâches sont très, très, très longues. Yvan, je pense qu'il est important aussi de mentionner les principales raisons aussi. Ça peut être parce que la majorité des gens mettent toutes les BT en urgence. Mais on fait Donc, ça. il y a aussi une éducation à faire au niveau de nos opérateurs, puis au niveau de nos maintenanciers, de toujours se poser la question, si on leur donne des balises pour définir c'est quoi une urgence, généralement, c'est parce que si tous nos BT sont en urgence, c'est parce qu'il y a un problème de confiance. On a parlé de confiance entre la production puis la maintenance. C'est qu'il est arrivé des événements, j'ai 2 pompes, j'en ai une, j'ai un backup. La fois que j'ai besoin de mon backup, il n'est pas réparé. Ça vous est tous arrivé, je suis certain. Mais c'est justement ce type d'événements-là, cumulés, qui font que les opérateurs viennent à définir que l'ensemble des bons de travail qu'ils vont générer sont des urgences. Et c'est pour ça qu'on vient instaurer des niveaux d'approbation qui sont souvent des... Ça, c'est pas urgent. Ça, c'est planifiable. Ça, on va l'envoyer au shutdown. Ça peut attendre. Et c'est de l'éducation qu'il faut faire derrière aussi. Puis ça revient toujours au niveau. On travaille avec nos gens, on éduque, on forme, puis on met en place des anti-erreurs aussi. Excellent. Je partais pour dire Claude d'une autre équipe, mais je pense que cette équipe-là est complètement dédiée. Vas-y, Claude. L'autre élément, c'est quand on dit approbation par le superviseur, souvent, on parle d'approbation, mais c'est plus communication. On veut que le superviseur sache qu'on va commencer quelque chose, le travail va se faire, tu vas avoir les charges, puis voilà ton budget. Je suis à peu près certain que dans 98,9% du temps, le superviseur va juste sur une signature de dire vas-y, j'en ai besoin de toute façon. Comment on pourrait faire, répondre aux besoins du superviseur qui est d'être informé, qu'il sache qu'il s'en vient chez lui, pour ne pas qu'il soit frappé par le train, là, dire, oh, ça s'en vient chez moi, mais de le faire en temps masqué. Hein? Le processus, il passe right through. Je n'ai pas besoin d'attendre et j'informe si c'est ça qu'il y a besoin. Comment je peux faire ça? Donc, il y a peut-être des choses à faire. Okay? Vous connaissez les Frickle charts? C'est des petites cartes là, qui présentent un peu le processus ou qui présentent une pièce d'équipement. Et on vient pointer c'est quoi les problèmes qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'on compte faire. Donc, peu importe le quart de travail, on sait que l'équipe d'avant, le quart A identifié qu'il y avait une problématique là. Donc, j'ai un petit point rouge, et là, je sais que le travail qui est à faire. Je ne régénère pas le bon, et il y a peut-être des mécanismes comme ceux-là, juste pour informer notre superviseur. Okay? C'est peut-être une façon. Lynn, tantôt, Lynn Provencher vous présentait les centres d'information.
Hein? Ou on dit, on va avoir nos indicateurs de performance visuelle. Est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'on peut informer nos gens? Peut-être, etc. Il y a plein de mécanismes. Et encore une fois, je vais vous challenger sur la notion d'approbation. C'est un de nos plus grands killers qu'on a dans nos organisations. Alors, regardez à ça. Emmanuel. Une chose qu'on ciblait, nous, sur l'approbation, c'est qu'on regardait le nombre de points de vérification. On disait, c'est correct d'avoir 2 étapes d'approbation parce que suite à la planification, maintenant, je sais combien ça va coûter, ce que je vais avoir besoin comme ressources. Mais 10 points de vérification pour le directeur, à quelque part, il fait un doublon avec le premier. Peu importe, à l'intérieur d'une tâche à non-valeur ajoutée, la complexité, pour moi, elle demeure à non-valeur ajoutée. Donc, si je veux juste vous encourager, si à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui crée de la valeur, sortez-le et ne gardez que ça. Le reste, scrapez ça. OK? Scrapez. Partez à zéro. Quelle autre observation? Quelle autre équipe se nomme un volontaire? Qui va recevoir un coup de pied sur une jambe? C'est toi qui es volontaire. Qui va? Il y a Claude qui se porte volontaire. Claude, cher Claude, je n'ose même pas aller le voir parce que je pense qu'il va se lever automatiquement. Je pense qu'il faut que tu ailles parler dans le micro parce que le monsieur là-bas, là, il me fait des mauvais yeux, là, puis il n'est pas content. 1, 2, 1, 2. Yes, sir! Je voulais le faire. C'est fait. Dans le fond, on a discuté tout à l'heure, on t'a demandé aussi de l'aide. Ce qu'on voyait aussi beaucoup au niveau des choses à faire, on parlait de roches. Il y a 2 grosses roches en pleine face. On les a identifiées assez rapidement. Il y a préparation du bon de travail par le planificateur. Il y a commande des pièces. Là, il reste à savoir c'est quoi les activités qu'on doit faire. Ce qu'on a pensé, dans le fond, au niveau des préparations par le planificateur, c'est dans le fond de regarder si la ressource a besoin d'aide. Est-ce qu'on doit lui demander une demi-ressource par jour ou selon les temps de l'année? Exactement, exactement. Excellente suggestion. Oui. Dans certains cas, c'est qu'on a un achalandage important. Donc, comment on s'assure qu'être capable de répondre à cette demande-là qui est importante, effectivement. OK, c'est bon. Très bonne idée. Maintenant, Claude, ta BA est faite parce que tu as fait toute une semaine. Moi, écoute, je t'ai vu te lever tout le temps. J'ai une équipe là-bas là, qui transmission, power, transmission, hydro. Moi, j'aimerais ça vous entendre, OK? Qu'est-ce que vous avez vu? Puis... OK, nous autres, c'est bon. Donc, nous autres, ce qu'on a vu, il y avait beaucoup dans le cours entre la commande des pièces et la réception, là, ce qui fait probablement du sens parce que c'est long, donc on doit en mettre beaucoup en commande pour y arriver. Mais c'est sûr qu'il y aurait à travailler à ce niveau-là. Absolument. Ça, ça deviendrait rouge là, dans le cas pour dire, hey, il faut faire quelque chose là-dessus. OK? On n'a pas la solution, mais il faudrait le regarder. Pourquoi? Puis l'autre élément, évidemment, là, ce qui a été mentionné, tout est bon, mais l'autre élément, c'est qu'on avait beaucoup aussi dans la course qui sont poussés, là, la sortie des kits, là, 208 en attente. Là. Ça veut dire que moi, j'ai coupé un processus. Hein. Là, après ça, on se met en exécution, on va. Hein. Donc, la journée où on a fait cet exercice-là, quand on a marché le processus, on a vu une pile. J'exagère en disant on a vu une pile, là, mais on a vu que dans le système, tout ça était prêt, puis on a été voir. C'est vrai, effectivement, toutes les pièces sont là, puis on est prêt à exécuter. Donc, effectivement, il y a un grand volume derrière. Donc, je me questionnerais aussi, pourquoi j'en ai autant? Mais ça, c'est le backlog avant l'ordonnancement. Donc, il faut voir aussi combien j'ai de ressources. J'ai 208, il faut que je regarde la durée de ce backlog-là. C'est sûr que là, on vous l'a tronqué. C'est un peu tricky. Je soulève un point, c'est à valider. Absolument. Puis, absolument. il y avait les 30 ressources là, à la création des BT, là, qu'on se disait qu'il était peut-être beaucoup pour le reste du processus, où là, ça semblait accrocher un peu. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que j'ai une équipe d'opération, exemple, qui pourrait avoir 30 opérateurs, et chacun a le droit d'émettre un bon de travail. Donc, et là, on dit peut-être qu'il y en a un peu trop. Peut-être. Oui. Ça en fait beaucoup, hein? Ça fait des grosses équipes. OK? Donc, merci beaucoup. Excellent. Je ne cherche pas à avoir la résultante ou le résultat.
il y a au moins un processus qui est hyper long dans son délai d'exécution. Un des processus, là, il est costaud. Réception des pièces. Ça, j'aurais tendance à regarder ce délai-là, là, puis d'aller voir pourquoi c'est aussi long que ça. Et tantôt, on avait des exemples où Louis mentionnait comment on devrait faire. Donc, ça serait important de faire une intervention. Alors, quand on fait une cartographie de chaîne des valeurs, ça nous permet de voir la statue aujourd'hui. C'est une photo qu'on prend de la situation aujourd'hui. Demain, c'est peut-être plus 54, je suis à 50. Mais quand j'ai un goulot, souvent, j'en ai toujours plus qu'ailleurs. Okay? La notion de goulot, est-ce que vous êtes familier avec ça? Est-ce que vous avez déjà lu le livre de M. Goldratt, de Gold? Hein? Le but, ça c'est important, vous devriez lire ça, c'est la théorie des contraintes, Theory of Constraint. Très bon livre, très bien. Vous allez connaître Jonas. Lisez ça, très intéressant. C'est quoi? C'est quand j'ai un processus et que, peu importe ce que le client demande, ma tâche la plus longue, c'est souvent mon goulot. Okay? Et je fais une distinction importante entre une tâche qui est un goulot et une tâche qui est une contrainte. Okay? Je vous fais la distinction. Je vous ai introduit la notion de TAC, mais seulement sur la feuille. Je ne vous en ai même pas parlé. La notion de TAC, c'est quoi? Le client, lui, il s'attend à un certain volume de bons de travail qui soit passé. Quand ils ont regardé cette période-là sur 13 mois, il y avait plus de 700 bons de travail qui avaient été émis. Donc, pour eux, le client s'attend qu'il soit passé ces bons de travail-là. Alors, sur 700 sur les 13 mois, ça donne à peu près, aux 2,8 heures à peu près, je devrais avoir un bon de travail qui est prêt, au 2,8. Alors, imaginez-vous un gardien de but, un gardien de foot, mais à chaque 2 heures, boum, il reçoit son bon de travail. Il reçoit un ballon, il reçoit une balle. Okay? C'est ça qui est l'objectif. Donc, on crée une régularité. La notion de TAC, c'est comme un métronome. Je veux savoir à quel rythme je dois sortir mon travail. Et ça, c'est important. À quel rythme que je dois le faire. Donc, quand on regarde nos tâches, puis qu'on voit qu'il y en a plusieurs qui dépassent le TAC time, ces tâches-là, qui peuvent être tout à fait des goulots, sont des contraintes. Parce qu'ils sont plus longues que la durée que le client me permet. Donc, je ne peux pas répondre à la demande du client. J'ai une roche dans le soulier. Pas capable. Je veux bien courir le marathon et ça part très mal. Ça va aller très mal puis je ne finirai pas dans les 10 premiers. Je suis sûr. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que vous avez dit. Je regarde celles qui sont plus longues. Donc, je vais commencer par les contraintes. Parce que quand vous avez une contrainte, vous ne répondez pas à la demande du client. Quand vous avez des goulots, vous répondez à la demande du client, mais il y a des tâches qui sont plus longues que les autres. Donc, celle la plus longue, normalement, vous avez un goulot. Dans votre cas, il y a un extrême goulot qui est 40 heures, mais il y a 2 tâches qui dépassent, donc vous avez 2 contraintes. Donc, il faut absolument scraper ça. Maintenant, regardez un indicateur qui est complètement sur la partie de droite. Un indicateur qui vous dit l'efficacité de ce processus-là. Là. Je prends le temps de valeur ajoutée, 5 heures. En passant, ils se sont peut-être trompés dans l'évaluation de 5 heures. Parce que le temps de mes tâches d'approbation ont été mis aussi, je pense, un petit peu comme temps à valeur ajoutée. Parce qu'eux, ils considéraient que c'était du temps à valeur ajoutée. Bon, peu importe. 5 heures. 5 heures sur 1100 heures de délai d'exécution. Ça ne fait pas 1%, ça, là. Ça fait 0,0 quelques %. Ça, souvent aux organisations, si vous avez des processus qui rôdent aux alentours entre 4 % en bas, n'essayez pas de faire de l'amélioration. Là. Vous explosez ça, vous scrapez ça pour partir à zéro. Faites pas du fine-tuning sur quelque chose qui est cassé. Vous avez 4 flats. Ça n'avance pas. Là. Puis, en même temps que je vous dis 4 flats, probablement vous avez 2 rimes de fini. Là. Ça va vraiment mal. Repartez à zéro, allez vous chausser à 9. Okay? Donc, repensez votre processus. Et je vous encourage encore une fois de dire, questionnez-vous sur les gaspillages, entre autres les approbations. Okay? Les inventaires aussi. Les inventaires qui sont grands avant un poste de travail, c'est que ça donne un bon signe, probablement que le prochain poste de travail, c'est un goulot. Parce que les postes précédents, le processus fait que c'est facile à passer.
alors que celui-là, oh, c'est plus long. Donc, j'accumule. OK? Donc, on attire l'attention également quand on regarde les inventaires. Ça va? Plénière, on l'a fait un peu. On a refait le tour. Vous avez déjà fait ça. On identifie également dans certains de nos processus. Donc, vous voyez, entre autres, là, on a un peu mis en rose les approbations. Donc, on attire votre attention sur ça. Mais quand on fait une cartographie, immédiatement, dans la partie inférieure, j'encourage les gens à, si vous voyez quelque chose qui devrait être amélioré là ou changé, venez l'écrire dans le bas du processus. Okay? On ne le perd pas, on l'a capturé, ça ne veut pas dire qu'on va y travailler. Mais quand on aura les données, ça nous donnera des pistes tout de suite d'amélioration. Okay? Une fois que j'ai cartographié mon processus, je vais arriver avec quelque chose qui va ressembler... Oh, il n'est pas passé. Un petit peu. Peux-tu me le réapparaître? Peux-tu m'afficher celle que je t'ai demandé? Juste avant, je pense. Oh, pardon, je viens de changer, moi. Là. OK. Ça vous donne un exemple, là, où est-ce qu'on voit un peu des secteurs, où est-ce qu'on pointe. On pointait les inventaires, on a mis en rose un peu certaines, juste pour vous donner une idée. Là, toutes les idées que vous m'avez dites, pour moi, c'est des pistes d'amélioration. Dans une cartographie de chaîne de valeur, je vais venir créer des petits nuages, des petits dessins, qu'on appelle des Kaizen Bursts, des idées d'amélioration. Hein? Ça, ici, on va simplifier ça, on va aller éliminer cette tâche-là. Comment on va s'y prendre? On ne le sait pas encore. On va mettre une petite équipe qui va travailler sur ça. Okay? Donc, ce qu'on vise, c'est la situation actuelle. J'identifie des opportunités. Et là, je veux me projeter la prochaine étape. Si j'avais à construire un nouveau processus, si j'enlevais mes étapes, ça serait quoi mes nouveaux temps? Mes temps de valeur ajoutée et mes temps global de délai d'exécution. Et je viendrais construire ce qu'on appelle l'état futur. Okay? Il y a des gens qui vont appeler ça la future state, ils vont appeler ça blue sky, peu importe. Et on dit souvent aux gens, ça, c'est l'étape après où vous voulez aller. Mais entre les deux, vous avez besoin d'un plan d'amélioration de 90 jours, pas plus. Quelles sont les étapes qui, dans 90 jours, on veut avoir de mis en place? Vous allez avoir identifié 75 petites idées, vous en choisissez 4-5, vous dites, dans 90 jours, ça va être en place. On va avoir éliminé les approbations, on va avoir structuré, on va avoir informé notre superviseur que tel ou tel matériel, ça va y arriver, il va être impacté dans le budget. On va avoir mis ça en place. Alors, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc, ça vous donne une petite idée. On répète un peu ce que vous avez déjà vu. Certaines organisations qui avaient commencé à faire ça, pour le but de se mesurer au moins une fois, ont commencé à réaliser qu'ils pouvaient maintenant le conserver et de le suivre. Parce que ce que vous voyez ici, beaucoup de vos systèmes de GMAO, que ce soit GuideTI, que ce soit SAP, que ce soit Maximo, ils ont déjà des statuts. Puis en fonction du statut, vous savez à quelle étape qu'il est, vous avez ces quantités-là. Donc, souvent, vous avez déjà une information que vous pouvez suivre. Okay? En ligne, on va avoir tendance à gérer un processus et gérer nos WIP dans ces processus-là. On va vouloir limiter des quantités. Si vous développez une application logicielle, vous allez entendre parler de l'approche agile. C'est une approche lean et on gère à chacune des étapes une quantité maximum qui peut passer. Donc, on gère l'inventaire, on gère notre WIP et ça crée de la vitesse. Et c'est aussi le plus gros défi des gestionnaires, c'est de gérer votre WIP, votre encours. On commence 18 projets avec 5 ressources. C'est dur parce que les 5 ressources vont distribuer le 40 heures semaine sur tous les projets. Et les résultats vont venir, j'additionne une règle de 3, vont venir très tard. Parce que le projet n'a pas changé parce que je mets moins de temps dessus, il garde la même ampleur. Alors que si je me concentre, lancer 2 projets, mais mettre les 5 mêmes ressources sur 2 projets, peut-être que je l'exécuterai plus vite. Puis si je l'exécute plus vite, l'argent commence à rentrer, les gains rentrent tout de suite. Mais ça, c'est le défi des gestionnaires. C'est le principe de la gratte. Le principe de la gratte que Jean-Robert mentionnait ce matin, décidez de la largeur de votre gratte. Okay? Donc, ça, c'est important. Alors, des exemples de gaspillage qu'on voyait à chacune des étapes. Louis, tu veux-tu présenter ça? On avait aussi quelques slides qui parlent de la cartographie de chaîne des valeurs associée à l'ingénierie, qui est moins le sujet, mais on l'avait écrit, je pense, dans le descriptif. On ne rentrera pas dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer les gains potentiels qu'on peut retrouver dans une cartographie. Ça, c'est un exemple. Tantôt, on parlait des 82 pieds. 84, monsieur. 84 pieds. On est à 2 pieds près. On a travaillé avec certaines firmes d'ingénierie pour faire la cartographie, justement, du
procéder à partir du moment où je lance un projet jusqu'à sa réalisation. Je pense que vous avez tous déjà fait ça, soit dans d'autres types d'ateliers. 80 de l'effort en ingénierie se passe sur les 4 premières activités, c'est-à-dire le concept, la pré-ingénierie, l'ingénierie de base et l'ingénierie détaillée. Mais tout l'effort est là, mais en termes de valeur ajoutée, en termes de ressources, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qui est aujourd'hui regardé au niveau de l'ingénierie? C'est de travailler différemment. Aujourd'hui, on travaille une étape à la fois. Ce qui fait que lorsqu'on lance un projet, vous savez très bien que quand on part, ça prend une éternité. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils font plus d'argent avec ça, mais aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire des projets d'ingénierie qu'on appelle l'ingénierie en simultané. C'est-à-dire qu'on fait un certain nombre d'activités en parallèle avec des boucles de rétroaction, ce qui nous permet, dans certains cas, de gagner 50 à 80 de gains de temps sur des projets. Autre chose, on a dans l'habitude de faire très peu de conceptuel. On va dans le design. Là, on se lance dans des grandes révisions qui ne finissent plus. En ingénierie simultanée, on passe plus de temps dans les premières étapes. On itère, mais on voit qu'en passant plus de temps au début, donc en ayant une meilleure réflexion sur ce qu'on veut avoir, le délai pour arriver au bout, on peut aller jusqu'à des gains de 40 dans nos projets d'ingénierie. Souvent, je ne sais pas, moi j'ai travaillé à l'Alcan. Bon, on avait une idée, on appelait la firme d'ingénierie. Bon, fais-nous ça. Le gars, il part. Il n'a aucune idée de ce qu'il faut qu'il fasse. Il ne connaît pas le procédé, puis on lui demande de faire un projet. J'ai travaillé dans une autre usine, même complexe, petit site. Généralement, ce qu'on faisait, avant d'appeler le bureau d'ingénierie, on faisait le concept, on se disait, qu'est-ce qu'on veut avoir? Quand on arrivait et on savait exactement ce qu'on voulait avoir, on appelait la firme d'ingénierie, on faisait faire les dessins. Je vous dis, on a sauvé au minimum 50 On faisait 2 fois plus de projets avec la même enveloppe. C'est le même principe. Si vous ne réfléchissez pas à ce que vous voulez et vous lancez tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher. La valeur ajoutée d'un projet d'ingénierie. Entre le concept et la pré-ingénierie, ça, c'est des valeurs moyennes chez un de nos clients. Ça a pris 6 mois. Tandis que 23 heures, 2,23 de valeur ajoutée sur du concept à la pré-ingénierie. La pré-ingénierie à l'ingénierie, 4 mois. 45 heures, 6,54 De l'ingénierie de base à l'ingénierie détaillée, 3 mois encore. Un petit peu plus de valeur. Là, on est correct, 23 Vous voyez que même, là, on a parlé de maintenance, on parle d'ingénierie, la notion de valeur ajoutée, l'évaluation des activités, les ressources impliquées, les activités qu'on fait, sont très importantes. Lorsqu'on commence à rentrer dans le détail, c'est là qu'on se met à creuser puis à déterrer tous les gains potentiels. Il y a de l'argent là qui dort. Les gaspillages, au niveau de l'ingénierie, coordination, communication, planification, information technique, au niveau des matériaux, au niveau des processus, des méthodes de travail. Il y a des gaspillages partout. Donc, c'est très important lorsque vous faites une cartographie de rechercher les différents. On en a parlé, vous avez vu tout à l'heure le tableau qu'on vous a présenté pour un processus de maintenance. Ça s'applique aussi à un processus d'ingénierie et il y en a une multitude. Par rapport à la cartographie, je pense qu'on a pas mal complété. Oui. La majorité ont présenté leur entreprise au début. Nous, on le fait à la fin parce qu'on veut faire une fermeture en douceur. ACPE, ça veut dire quoi? Vous l'avez vu. Amélioration continue par les employés. Notre mission, c'est de travailler avec vous au développement de vos collaborateurs. Dans le fond, on n'est pas là pour faire, on est là pour vous accompagner. On est des facilitateurs, des coachs. On veut travailler la culture d'excellence.
Intégrer l'amélioration continue dans vos pratiques, dans vos systèmes de qualité, dans vos habitudes, dans votre environnement. Fiabiliser vos actifs physiques et humains et intellectuels. Donc, dans le fond, on est dans la notion de fiabilité dans tous ces aspects. On a parlé dans la norme ISO 55000 où l'actif a une plus grande envergure que le PAS 55 ou d'autres systèmes de gestion. Nos principales valeurs, respect, sincérité, intégrité, modestie. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les gens, le plus proche possible, être des coachs. Naturellement, on est payé pour le faire, ça prend des résultats. On est une compagnie canadienne avec une envergure internationale. Donc, selon nos spécialités, on a travaillé en Afrique, on a travaillé en Europe, en Amérique, Canada, États-Unis. Je ne rentre pas dans le détail. Multilingue, donc on peut travailler un peu partout. Et surtout, très diversifié. Donc, aujourd'hui, on a vu la maintenance. On peut travailler des processus. On a travaillé dans le bancaire, dans la chimie, dans le pharma. Donc, le lean, l'amélioration continue, la gestion de changement, ça s'applique à tous les domaines d'activité. Yvan, c'est ta slide. Nous, de quelle façon qu'on travaille l'autonomie, c'est le petit graphique, je pense, ça parle de lui-même. Très souvent dans nos organisations, parce que soit on travaille en silo, hein, je fais mon travail, puis je ne regarde pas nécessairement à côté, j'ai un peu des œillères, ou bien encore, je suis habitué d'aller toujours voir mon site d'une certaine façon, puis il m'arrive des accidents, puis je ne les vois pas. Okay? Il m'arrive des événements, puis je ne le vois pas. Je vois des inventaires, mais en fait, je n'interprète pas que c'est des inventaires en avant des postes. Okay? Donc, j'ai un état des lieux qui est maintenu so-so, mais on l'a quand même amélioré le mois passé. On a fait un coup de balai. Okay? Donc, quelque part, nous, ce qu'on fait, la première étape, c'est on réapprend nos leaders à voir. Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a réappris à voir, là, on va se mettre à cibler. Parce qu'on va être capable de voir l'écart. On va être capable de comprendre. Ce matin, Lynn vous parlait de standards. Beaucoup de gens vous ont parlé de standards, que ce soit à travers des normes, etc. Moi, je vais vous parler de standards dans une notion de respect. Une notion de respect, je vais vous dire, si vous avez un problème et vous n'avez pas de standard, je vais vous dire, vous n'avez pas de problème. Parce que vous n'avez pas le référentiel, vous n'avez pas la cible. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un problème. Pourquoi? Ce que tu me dis, patron, ton superviseur me dit d'autres choses. OK? Donc, il faut être capable de standardiser même ce qu'on espère qu'il soit fait. Je donne un exemple. Dans une industrie, le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules. On dit, à chaque fois que tu es dans un véhicule, tu dois mettre ta ceinture de sécurité. Oui. Donc, dans les véhicules miniers, dans tel ou tel type de véhicule, puis là, il y a une notion de distance, je mets une ceinture de sécurité. Vous allez au magasin, hein? Warehouse, et vous voyez la personne embarquée sur son camion à fourche, il fait 3 mètres, 10 mètres maximum. Il prend une pièce, il la dépose à côté, mais ne met pas la ceinture de sécurité. Est-il correct dans le standard ou est-il non correct? J'ai vu un superviseur de magasin qui, pour lui, c'était correct. Parce que la fréquence de montée et descente, pour lui, le danger n'était pas sur la ceinture de sécurité, le port de la ceinture de sécurité, mais le fait de monter dans le véhicule puis de se tordre une cheville, c'était plus important pour lui que le port de la ceinture de sécurité. Était-il correct? Et c'est là la question. C'est quoi la cible? Si la cible comme organisation, on dit que c'est un cardinal sins de ne pas mettre le port de la ceinture de sécurité, ça devrait être non conforme. Mais si vous écoutez le superviseur, il y a une logique quand même intéressante de dire j'aimerais mieux qu'on travaille à s'assurer qu'il monte correctement dans le véhicule, une bonne grippe, pas se tourner le cheville, puis que chacune des plaques pour monter dans le véhicule, il n'y a pas de danger. Il y a aussi une logique. D'accord? Mais je reviens quand même sur la notion de cible. Comme organisation, vous l'avez annoncé. Walk the talk. C'est important. Parce que très souvent, on voit des managers, ça parle, mais ça ne fait pas ce que ça dit. Hein? Patron, ton exemple parle si fort, je n'entends pas ce que tu dis. Ça, c'est catastrophique. Donc, la notion de norme,
la notion de target, la notion de cible, extrêmement important. Une fois que vous pouvez cibler, là, on peut aller travailler sur l'amélioration. Parce que vous avez mesuré un écart. Donc, notre modèle, c'est j'apprends à voir, j'apprends à cibler, j'apprends à faire après ça. On se remet en mode de, on va le faire ensemble. On va le faire avec les employés. Et si j'habitue à faire ce cycle-là suffisamment de fois, je vais être capable de commencer à l'enseigner. C'est seulement là que je vais l'enseigner. OK? Donc, et ça, vous l'avez entendu. Jean-Robert dit, on répète, on répète, on répète, on répète. Pas de standard, même si tu répètes, je vais regarder ce que tu fais. Tu ne le fais pas, hein? Je ne te demanderai pas de le faire. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est notre modèle. Nos expertises. Donc, le leadership, le développement des compétences, le comportement lean des leaders, l'excellence en fiabilité, les revues globales de performance, audit maintenance, développement durable des équipes. Il faut qu'on soit un peu honorable avec notre nom. Donc, on travaille au niveau des individus. Les services lean, l'excellence opérationnelle, on touche la maintenance, on touche aussi les procédés. On a parlé de fiabilité depuis 2 jours. Mon premier mot, je vous ai dit, la fiabilité, ça n'appartient pas qu'à la maintenance. C'est une culture qui appartient à l'ensemble de l'organisation. Donc, si on va... dans n'importe quelle équipe de maintenance, vous avez un problème avec la production. S'ils ne travaillent pas ensemble, il y a un problème. Donc, il faut adresser aussi ces problèmes. Si vous avez un conducteur de voiture qui conduit comme un piochon, vous allez voir la meilleure équipe de maintenance au monde, vous n'en viendrez jamais à bout. Hey Samuel, un piochon, tu sais c'est quoi? J'avais dit branleux. Oui, un branleux. Donc, grosso modo, ce sont les différents services qu'on offre. Conclusion? Dernier mot de la fin? Bien, la conclusion, c'est que la cartographie de chaîne des valeurs, pour nous, c'est un outil indispensable aux organisations pour revoir vos processus. D'accord? Ne serait-ce que même si vous n'avez pas de la notion de TAC, vous n'avez pas cette notion-là de qu'est-ce qu'on nous demande. Juste analyser chacune des étapes du processus et de se poser la question, ça ajoute-tu de la valeur ou pas dans le processus que je suis en train de faire? Juste de faire ça, là, vous allez faire du 20-80, 80-20, peu importe quel bord qu'on le tourne, vous allez faire beaucoup d'améliorations. Commencez au minimum par ça. OK? C'est déjà un gros gain. J'ai eu une question il y a quelques minutes, à savoir ouais, mais si mon patron ne veut pas faire ça. OK? Et très souvent, vous devez aussi mesurer l'ambition de ce que votre organisation veut faire. Puis Jean-Robert parlait de la notion de si tu fais partie de notre stratégie, etc. Validez ça également. On veut bien couper des gaspillages, mais il y en a qui vont dire non, non, ça, c'est des vaches sacrées, tu ne touches pas à ça. Alors, première étape. Donc, deuxième, c'est qu'on comprend un peu plus la notion du processus, qu'est-ce qu'on regarde, quelles sont les dimensions qu'on a dans la cartographie de chaîne des valeurs. Et ça nous donne des indices au niveau d'identifier des gaspillages ou de regarder comment on pourrait améliorer ce processus-là. Okay? Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est bon? Terminé. Des questions, si vous en avez, je sais qu'il est tard. C'est un peu comme un vendredi après-midi, le dernier à faire la présentation. C'est pas winner. C'est correct. Alors, petite période de questions. Parfait. La bière, c'est après? Non, il n'y a pas de bière après. Good. Merci tout le monde.